Bonjour, mon nom est Anthony et je vis avec le diagnostic de schizo-affectif. Pour moi, avoir une maladie comme le schizo-affectif, c'est vivre avec des symptômes de schizophrénie et de bipolarité qui sont déclenchés pour moi par des émotions intenses comme la joie, la colère, la tristesse, puis le stress. Tout ça ensemble va faire amplifier mes symptômes ou mes crises. Récemment, je suis bien médicamenté puis suivi, donc ça me permet de me rapprocher de mon rétablissement complet. Je devais être dans les secondaires 1 ou 2 peut-être. Quand j'ai fait une hospitalisation parce que j'avais des symptômes, on m'a passé des tests psychométriques puis psychologiques. Puis on a aussi regardé dans l'historique familial. Puis on a vu qu'il y avait des patterns qui semblaient comme être de la schizophrénie puis de la bipolarité. En plus de ça, quand j'ai appris cette nouvelle-là, ça m'a amené beaucoup de frustration, puis d'incompréhension, puis aussi de tristesse parce que je sentais que j'allais être vraiment limité ou brimé dans mon potentiel, puis dans ce que je voulais faire comme carrière plus tard. Pour poursuivre mon cheminement, j'ai eu plusieurs hospitalisations qui n'étaient pas toujours faciles. Si c'est volontaire, puis que tu vas dans le mindset de vouloir améliorer ta condition, puis te rétablir plus vite, c'est toujours mieux d'aller chercher de l'aide par soi-même. Puis si on n'est pas capable d'aller en chercher par soi-même, de demander à un proche, quelqu'un en qui on a confiance, de nous amener là-bas. Donc, pour moi, vivre avec ce diagnostic-là, c'est savoir que tous les matins ne seront pas pareils. Il va y avoir des matins où est-ce que écrire, ça va être un fardeau, dû à la médication qui, un des effets secondaires, c'est les tremblements. Le stress, les efforts physiques augmentent cet effet-là. Mais à part ça, je dirais que c'est avoir des hauts puis des bas, autant au niveau hallucinations auditives, visuelles. Si je subis des changements et des stresseurs, je peux avoir comme des hallucinations plus fortes, auditives ou visuelles, dépendamment de quel sens qui est coupé. Là. Si c'est une bonne journée, je peux peut-être en avoir de 0 à 3. Puis dans les moins bonnes journées, je peux en avoir plus que 5, ça peut aller à 10 ou plus. Puis la durée n'est jamais la même. Ça peut être des millisecondes, des 2 secondes. Pour ce qui est des trucs que je pourrais donner aux familles et aux amis de personnes qui ont une santé mentale fragile, ce serait d'être patient, d'être ouvert d'esprit, puis essayer de trouver une méthode qui peut rejoindre la personne. Exemple, ça peut être de la musique. Il y a aussi de prendre le temps de comprendre un peu, puis d'essayer de se mettre dans la peau de la personne qui passe à travers ça, puis voir comment, imaginer un peu comment ça peut être souffrant. Sinon, il y a la validation. Exemple, si je crois que j'entends des voix ou je vois des choses, je valide avec quelqu'un de confiance
pour être sûr que je suis encore dans la réalité, là. Pour garder le contact avec la réalité, j'utilise beaucoup de la respiration abdominale, le toucher, mais j'essaie d'utiliser les sens qui ne sont pas touchés ou que je pense pas qu'ils sont touchés par mes hallucinations. Comme si c'est le toucher, je vais valider avec le visuel puis l'auditif. Si c'est le contraire, je vais faire l'inverse. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne perception de son corps et de son esprit, puis d'essayer de rattacher la conscience à son corps physique, là. Ce que j'entends souvent ou ce que je crois comprendre, c'est que sont impulsifs, colériques, violents. La liste peut être longue, là. Si on se fie à ce qu'on voit dans les médias, exemple, une personne souffrant de santé mentale a fusillé ou a tué tant de... Comme pour moi, une psychose, ça va amener à m'isoler sur moi-même, avoir beaucoup d'anxiété, puis peur de déranger, d'être de trop. Je vais avoir tendance à m'effacer. C'est pas toujours encourageant, de vouloir consulter parce qu'on se dit on va être étiqueté comme il montre à la télévision, c'est comme... Puis ça, je trouve ça triste puis dommage parce que on perd du monde brillant puis des bonnes personnes juste parce que une image ternit un autre. Ça serait... On a le droit de vivre puis d'être heureux dans la vie. Donc, pourquoi ne pas continuer à mettre les efforts qu'il faut pour être mieux dans sa peau, dans son corps, dans son esprit, de juste vouloir s'épanouir puis grandir. Une que je suis fier, c'est avoir obtenu mon permis de conduire. Ensuite de ça, permis de bateau. Ensuite, avoir continué à vivre, même durant les difficultés au niveau scolaire, comme les échecs en mathématiques. Mais j'ai réussi à tout le temps finir l'année. Sinon, il y a entretenir les liens que j'ai avec ma famille, mes amis. Puis, c'est ça, être capable de maintenir une stabilité puis une routine. Dans mon projet de vie, je vais avoir un environnement sécure puis stable, puis qui va me permettre d'avancer encore plus, puis de peut-être inspirer d'autres à prendre leur santé en main, puis à aller chercher l'aide qu'il faut, là. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Anne-Pierre Lagacé. Je suis criminologue. Et ce qui m'a motivée à travailler en santé mentale, c'est que, premièrement, j'en ai dans ma famille. Puis je pense qu'on connaît toutes des gens qui ont des problématiques au niveau de leur santé mentale dans notre entourage. Donc, je suis vraiment allée là-dedans par choix et goût au début. Puis j'ai pris vraiment la piqûre lors de mon travail à Info Social, justement, parce que je crois que ces gens-là ont beaucoup à nous apprendre de base au niveau de la résilience, capacité d'adaptation et tout, là. Donc, dans le fond, un criminologue, tout simplement, pour illustrer ça le plus simplement possible, ça ressemble beaucoup à un travailleur social. C'est des gens qui vont faire des suivis, des plans d'intervention, qui vont vous accompagner. C'est juste que les criminologues, au niveau de leur formation, ont un petit peu plus de cours au niveau de leur santé mentale, de réinsertion pour les personnes qui sont victimes, problématiques de santé mentale, carcérale, etc.
Donc, c'est sûr qu'on travaille beaucoup en schizophrénie avec l'approche biopsychosociale, dans le fond, qui est 3 grands aspects. Donc, le bio, qui est vraiment le côté médical, que nous, ici, on gère un peu moins. Fait qu'habituellement, c'est plus les médecins et psychiatres qui vont gérer l'ajustement de médication, la médication au début, voir les effets que la personne ressent, etc. Après ça, il y a le psycho, qui est justement de l'éducation. Nous, on fait un peu plus d'éducation au niveau de leur maladie. Parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent ici, puis qu'au niveau de leur maladie, ils ne connaissent pas vraiment. Ça fait quoi? Puis surtout, ils se représentent comme si eux étaient schizophrènes, comme si c'était leur personnalité totale et que c'était tout l'ensemble, tandis qu'on sait très bien que, mettons, quelqu'un qui fait de l'anxiété, il n'est pas juste de l'anxiété, il n'est pas son diagnostic. Donc, on essaie de vraiment faire la différence avec eux, la reconnaissance des symptômes. Après ça, on a tout le social. Donc, tout ce qui est réinsertion, justement, dans la société, réinsertion dans un milieu de travail, parce que ces gens-là sont, en étant stables, pas en psychose, sont extrêmement capables de travailler. On en a qui sont aux études aussi, qui s'en vont à l'université. Et on en a vraiment à plusieurs niveaux dans la société à ce niveau-là. Fait que tout les mélanger dans la société, les exposer petit à petit aussi, leur montrer à faire confiance aussi aux intervenants, qui est quand même important, puis aussi à la population en tant que telle. Ça va être important pour l'entourage d'aller s'informer sur leurs problématiques auprès de ressources, d'intervenants, s'ils ont besoin de suivi aussi, parce que c'est difficile de vivre avec des personnes qui ont des diagnostics, ça peut venir nous chercher aussi. Donc, ça va être important d'aller chercher un diagnostic pour soi, pour apprendre à mettre ses limites, apprendre à reconnaître les symptômes, apprendre à nous comment on gère ça en dedans de nous. Ça va être important aussi d'être présent pour la personne. Parce que je crois que délaisser la personne tout simplement, ça peut être une des pires choses pour cette personne-là, qui se retrouve avec plus d'entourage non plus par la suite. Fait que c'est important de rester là, tout simplement, à des niveaux différents, selon comment on se sent à ce moment-là aussi, parce que c'est correct aussi de ne pas se sentir correct et inconfortable dans cette situation-là. De travailler en équipe avec des intervenants aussi, parce que des fois on peut penser, je connais la personne, je connais mon gars, mettons. Je sais ce qui est bon pour lui, mais des fois avec les intervenants, ça va venir brimer un peu le plan d'action. Fait que c'est important de s'arrimer un peu avec les intervenants. On est tous là pour parler avec le réseau, la famille, pour les aider, pour les accompagner. Fait que c'est important d'utiliser ces ressources-là aussi.